Bonjour et bienvenue dans ce guide de présentation de l'outil Artemis. L'outil Artemis est donc un outil d'analyse de risque et d'analyse d'impact sur la vie privée. Ce guide et cette vidéo ici présente va vous présenter un aperçu de la méthodologie d'analyse de risque utilisée, ainsi que des différentes activités sous-jacentes et la façon de les réaliser via les différents onglets, les différentes macros et les différentes possibilités offertes par l'outil. Nous sommes bien donc dans l'outil Artemis, dans la version, vous la voyez ici, 1.3, avec tout l'historique de versionning de l'outil. La méthodologie utilisée est donc bien présente dans l'onglet Flowchart, où vous voyez l'ensemble des activités à mettre en place, l'analyse métier et les impacts métiers en action 1, et en action 1 du côté vie privée, l'analyse d'impact vie privée, l'analyse de maturité en tant qu'action 2, je vais agrandir un petit peu, l'analyse des menaces et l'évaluation des risques en termes de vraisemblance et d'impact en tant qu'activité 3, la priorisation des actions à mettre en œuvre et la génération de plans de traitement. SOA, c'est Statement of Applicability, donc c'est la déclaration d'applicabilité sous format ISO 27001, qui est également disponible dans l'outil. Et enfin, la projection des risques résiduels, c'est-à-dire des niveaux de risque après implémentation du plan d'action proposé en amont. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a ici une explication des différentes étapes qui est proposée là sur la droite avec les boutons. Et si vous cliquez dessus, vous allez arriver dans l'onglet de référence. Alors, pour la partie métier, vous voyez dans les onglets qui est ici en dessous, la partie bleue correspond à la partie bleue ici, c'est-à-dire l'analyse de risque côté métier. Le questionnaire métier, l'analyse de maturité, l'évaluation des menaces qui permet de générer la cartographie des risques, la cartographie des risques qui va permettre de générer le plan d'action qu'on va prioriser, le plan de traitement qui va prioriser pour avoir le plan d'action à la fin, et le risque résiduel. Enfin, on a la partie impact vie privée, ici avec l'analyse d'impact, les résultats, la cartographie et le plan de traitement, mais pour la partie vie privée, donc, qui est la partie de droite de la méthodologie. Alors, vous avez également toute une série de représentations de résultats. Donc, le radar business qui correspond à une vue sur 5 axes qui peut être présenté au top management qui ne connaît pas la sécurité mais qui comprendra assez facilement ces 5 points-là, que sont la sécurité informatique, l'engagement de la direction, le leadership tel que défini dans ISO, qui vont fournir les supports humains, technologiques et techniques, la culture de la sécurité qui est mise en œuvre au sein de l'organisation, la bonne pratique de mettre en place l'amélioration continue et la gestion de la conformité. Donc, comment ces points sont calculés? Un certain nombre des mesures qu'on va analyser dans la partie maturité auront un impact sur un ou plusieurs de ces axes. On voit ici, bon, évidemment, c'est purement exemplatif. Ici, on peut avoir la première analyse, qui est la maturité initiale lors de la première analyse. On peut copier la première fois. Et celle actuelle, qui est celle de la dernière analyse effectuée en cours. Ce qui permet ici d'avoir, vous voyez, en orange, la première analyse, en rouge, l'analyse, la dernière analyse effectuée, et ici, la cible à atteindre qui est de 4. Dans le dashboard ici, on reprend les 5 axes en question, et pour chaque axe, on a les thématiques abordées qui permettent de calculer cet axe-là. Là, vous avez les 5 éléments qui sont proposés dans l'onglet. Enfin, en termes de radar, vous avez le même type de radar, mais niveau ISO, je vais le faire plus grand comme ça, c'est plus visible. Ici, vous avez la gouvernance qui représente les 10 clauses ISO 27001 et les 14 domaines de sécurité ISO 27002 avec des niveaux de sécurité pour chacun. Donc, dans la partie maturité, on aura, je vais le montrer juste après, soit les 48 questions pour avoir une vue sur les 5 axes. On peut dérouler pour avoir
les 114 questions qui vont couvrir l'ensemble des mesures ISO 27002, donc avoir une vue complète à ce niveau-là. Ça, c'est quand on rentre dans une démarche ISO 27001 en termes de certification. Alors, autre point, et là, c'est les guides en orange. Donc, vous avez la matrice d'impact qui permet qu'il y ait un support à l'évaluation des niveaux d'impact au niveau de la partie métier, donc mineur, significatif, grave, critique, avec pour chaque type de points analysés des exemples de ce à quoi ça peut correspondre. Donc, pour rappel, le vert c'est bien, le rouge c'est pas bien, entre les deux il faut faire attention. Vous avez le même type pour la matrice d'impact vie privée, avec les mêmes couleurs, les mêmes niveaux, mais évidemment pas les mêmes impacts. Là, on est sur l'impact sur les gens et pas sur le métier. Et puis, vous avez toute une série de guides qui sont proposés en termes de documentation. Guide sur l'évaluation de la maturité à 5 niveaux. L'aide sur les questions qui permettent de déterminer, ah tiens, à quel niveau sommes-nous pour telle ou telle mesure. Vous voyez ici, il y a vraiment le détail pour chaque mesure analysée, politique de sécurité, là où on est censé être pour arriver au niveau de maturité. Guide général d'évaluation des risques, ici, et encore le glossaire qui va contenir toute la terminologie associée qui peut être rencontrée en atelier. Et je reviens au début. Le guide d'utilisation générale, il est là, et là, il vous explique onglet par onglet ce qui est censé être réalisé pour la partie analyse de risque classique et pour la partie analyse d'impact sur la vie privée, étape par étape. Tout est documenté. Alors, là, je vais rapidement passer sur l'analyse de risque métier. Alors, le premier questionnaire est le questionnaire métier en deux parties. Alors, la première partie, c'est le périmètre, le contexte du système d'information, du traitement de données que nous allons analyser. On a le type de données, première question, le type de données traité par le système. Alors, le point important, c'est que dans l'outil, les éléments qui doivent être complétés pour que les macros puissent fonctionner correctement sont les sections en bleu. Donc, vous voyez ici, il n'y a pas de données qui sont disponibles publiquement, il n'y a pas de données qui ne sont pas à caractère personnel et qui ont une forte valeur marchande. Par contre, je vais retirer celui-là, on n'a pas de données confidentielles au niveau de la sûreté de l'État. Par contre, on a des données à caractère personnel permettant l'identification et des données à caractère sensible. Vous avez toujours une section qui permet de fournir des commentaires. Alors, on a ici d'autres éléments qui sont fournis en termes de périmètre, le type d'usager. Est-ce qu'on a éventuellement un impact financier ou non? Est-ce qu'on a des sous-traitants en termes de développement ou d'hébergement? Est-ce qu'il y a une période critique éventuelle pour le traitement des données? Donc, c'est-à-dire une période de l'année où l'application doit absolument fonctionner, ou éventuellement, il va y avoir beaucoup d'utilisateurs connectés en même temps, pour s'assurer à la fin qu'on a mis en place des dispositifs suffisants pour assumer cette surcharge. Exemple classique, les mandataires politiques qui doivent rentrer leur mandat, ils vont tous faire ça le dernier jour. Et l'autre cas de figure, c'est le taxum web où tout le monde remplit sa déclaration les 2 jours avant la fin. Là, on a une charge critique. Alors, on a ensuite des autres points en termes de disponibilité. Voilà, par exemple, ici, vous avez soit c'est disponible aux heures de bureau, soit c'est 24/24, 7 sur 7. On sélectionne oui ou non pour ce qui est applicable. Les pertes de données disponibles en termes de données, on ne peut pas en perdre, c'est moins d'un jour, ou on peut en perdre plus d'une semaine. C'est pas grave, les équipes travailleront pour rattraper le background, mais c'est supportable. Le nombre d'utilisateurs connectés simultanément. Et enfin,
Alors, la perte de données et la durée maximale d'indisponibilité du système. Enfin, la partie documentaire sur les législations en vigueur. Ça, si je reprends le RGPD et le registre de traitement éventuellement mis en place dans une organisation, la plupart de ces informations devraient idéalement déjà être présentes dans le registre de traitement. Si ça n'y est pas, ben c'est vraiment important de savoir ce type d'éléments pour analyser un système. La deuxième partie de ce questionnaire, c'est l'analyse d'impact proprement dite au niveau métier. Donc, on a les 4 types d'impact tels que présentés dans la matrice d'impact: perte fonctionnelle interne, démotivation, dysfonctionnement, perte financière, perte de budget, amende, pénalité, perte de réputation, principalement l'image de marque, et perte de conformité. Alors, la première question qui se pose pour le métier, c'est de les classer. C'est-à-dire, si je les classe, par ordre d'importance. Donc ici, vous voyez, on va du bas à majeur. Donc concrètement, là, on est obligé de les classer. Si vous mettez de les mains, ça passe en rouge. De nouveau, c'est le métier qui va déterminer: A, pour moi, le plus important, c'est l'image de marque. A, pour moi, le plus important, c'est le RGPD. Ça va vraiment être spécifique. Ensuite, on va avoir 3 autres questions qui vont couvrir CIA, confidentialité, disponibilité et intégrité. Donc, le premier, c'est quel sera l'impact pour moi en termes d'indisponibilité. Le deuxième, c'est quel sera l'impact pour moi en termes de divulgation involontaire ou non de données. Et le dernier, quel sera l'impact pour moi, métier, en termes d'altération délibérée ou non des données. Ici, il n'y a pas de nécessité de classification. Tout peut être un mineur, tout peut être un critique, ou il peut y avoir un panache à compléter. Et on obtient 2 résultats par rapport à ce premier questionnaire. D'abord, un tableau de bord en termes de sécurité de l'information. Vous avez le fameux CIA, confidentialité, intégrité, disponibilité, accessibilité, et la partie traçabilité. Vous voyez ici, on est quasiment au maximum partout parce qu'on a mis des oui dans les premières questions. Ça, c'est pour ce questionnaire-là. Le deuxième résultat, c'est les impacts dans la partie analyse des mesures, des menaces. Donc, vous avez ici les 16 menaces qui sont présentées par ailleurs. Et vous avez la partie vraisemblance et la partie impact. Alors, à chaque fois, il y a 2 versions, 2 colonnes. La première, c'est l'indicateur fourni par l'outil. Et puis, la version en couleur, qui est la version retenue après évaluation. Donc, la première chose qu'on fait quand on a rempli tous les questionnaires, c'est copier les indicateurs. Et donc, l'outil va copier les indicateurs pour les mettre à la bonne couleur. Alors, la partie impact, ici, fournie par le métier, va calculer automatiquement, permettre de calculer automatiquement les indicateurs en termes d'impact. Après, lors d'un atelier ultérieur, vous pourrez revoir ces valeurs et les modifier éventuellement. J'y reviens juste après la partie maturité. Donc, quand on a terminé la partie questionnaire métier, on va réaliser la partie questionnaire maturité. Donc ici, vous avez le questionnaire maturité. Vous voyez tout de suite qu'il y a un certain nombre de colonnes qui sont cachées, qui sont principalement pour l'utilisation interne de l'outil. Vous voyez également qu'il y a un filtre appliqué ici sur les mesures pour lesquelles on va définir des niveaux de maturité. Si je mets tout, vous allez avoir beaucoup plus de questions. Ça correspond à quoi? Les mesures pour lesquelles on a une évaluation de la maturité, c'est les 14 principales mesures qui sont analysées pour une analyse standard. Par contre, si on veut aller plus loin et couvrir en détail les 114 mesures ISO 27002, vous désactivez
l'évaluation de maturité standard, et vous allez avoir toute une série de questions supplémentaires. Mais là, vous voyez, il y a une liste vraiment conséquente de questions. Par contre, si on se limite au 48, on retire la section 8 et on revient sur les 48. Les 48 vont malgré tout couvrir l'ensemble des objectifs en termes de sécurité ISO 27001, 27002 et vont de façon plus ou moins globale couvrir une très très grande majorité des mesures ISO 27002, des 114 mesures. Donc, tel que défini dans le guide en termes de niveau de maturité, vous devez ici sélectionner les niveaux de maturité allant de 1 à 5 pour chacune des mesures. Donc, comme pour rappel, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, niveau 1, pas de documentation, c'est une organisation chaotique avec un héros qui connaît tout, qui a toutes les connaissances, toutes les compétences, mais il n'y a pas de partage de celle-ci. Niveau 2, il y a une documentation standard de l'activité en cours, du processus, mais on n'est pas sûr que ça correspond à la réalité, ni que les personnes connaissent cette documentation ou l'appliquent. Niveau 3, on arrive au niveau géré. Là, on a une documentation qui est censée correspondre à la réalité, qui est communiquée, validée, et les gens sont formés. Le niveau 4, on a des indicateurs de performance et on effectue une mesure et un suivi avec une amélioration continue. Niveau 5, non seulement on a ces indicateurs, on les relève depuis un certain temps et on arrive vraiment à niveau optimal de fonctionnement. Donc l'idée ici, c'est de parcourir les 48 mesures principales, définir les niveaux. De nouveau, en bleu, ce qui doit être complété, et une section commentaire qui permet de documenter ce pourquoi on a mis tel ou tel niveau de maturité pour chacune des mesures. Alors, cet élément-là complété permet principalement de déterminer les indicateurs de vraisemblance pour les menaces. Alors, idéalement, lors de l'analyse, on remplit la partie questionnaire pour la partie impact, la partie maturité, et puis on revoit ces fameux indicateurs un à un pour les différentes menaces. Ici, vous pouvez les modifier manuellement lors d'une revue, une réévaluation. De nouveau, vous avez une section commentaire qui permet de dire « Ah ben tiens, pour cette menace-là, nous, on estime que la vraisemblance est plus basse pour telle raison, l'impact est plus élevé pour telle raison, et on a de nouveau un suivi documentaire. Autre point important ici, c'est le niveau de tolérance au risque, qui est par exemple ici mis à 8. Alors, comment le niveau de tolérance ou le risque est calculé? Vous avez 4 valeurs pour la vraisemblance, de 1 à 4, vous avez 4 valeurs pour l'impact, de 1 à 4. On fait le ratio des deux, de 1 à 4, de 1 à 4, on arrive à un niveau de risque compris entre 1 et 16. 8, ici, ça veut dire au-dessus de 8, c'est pas acceptable, on va traiter. En dessous de 8, c'est acceptable, on va accepter le risque. Alors, comment on voit ça? On va faire une représentation graphique qu'on peut obtenir en cliquant sur l'onglet cartographie des risques. Et là, vous avez une macro qui va vous faire un magnifique schéma automatique qui va vous représenter la cartographie des risques sous un tableau à 2 dimensions. En rouge, c'est pas bon, en vert, c'est OK, jaune et orange, c'est entre les deux. Vous avez une représentation la même ici, et vous voyez que tout ce qui est au-dessus de 8 sera à traiter, et tout ce qui est en dessous de 8 est acceptable. Donc, on ne va pas le traiter. Ça, c'est la représentation en termes de cartographie, qui est validé par le métier en atelier en se disant « Ok, ça pour moi c'est bon » ou alors « Ah, pour moi là il y en a trop, donc il faut augmenter le niveau de tolérance » ou inversement le diminuer. Une fois qu'on a calculé, on a obtenu ce point-là, on peut en sortir le plan de traitement. De nouveau, c'est automatique. Vous cliquez sur « Traitement » et l'outil va calculer par rapport aux éléments fournis avant en termes de maturité et de besoins en termes de sécurité par rapport aux éléments calculés par l'outil. Et voilà, vous avez une magnifique plan de traitement qui est fourni.
Alors, point souvent essentiel à faire au premier, c'est mettre le tableau complet. Là, il vous met le tableau complet et il va proposer toutes les mesures à implémenter ou la plupart du temps plutôt à améliorer. Parce qu'elles existent déjà, mais elles sont au niveau 1, niveau 2 et peut-être qu'on doit atteindre le niveau 3 ou le niveau 4. C'est un tableau automatique. Et ce tableau vous propose également les mesures, vous indique également les mesures, les menaces plutôt. Ce tableau vous propose les menaces et les risques que la mesure va réduire avec le niveau associé. Ici, le point important que l'outil va proposer, c'est permettre de prioriser. C'est pour ça qu'il est marqué priorité des mesures. On va dans les sections bleues compléter pour prioriser, permettre d'avoir un plan d'action priorisé. Alors pour le compléter, une seule chose à faire, on va retirer les sections vides. Comme ça, on n'a que les cellules à compléter, celles qui sont en bleu, et on a 3 colonnes à remplir. Alors la première, c'est l'évaluation de mise en œuvre. Il y a dans les guides une explication contre l'évaluation de mise en œuvre. De nouveau, sélection multiple qui va de complexe ou important à très facile, très peu coûteux. Priorité stratégique, j'ai cliqué à côté, qui va de bas modéré à haut. Donc on va prioriser au niveau stratégique. C'est le métier qui va dire ça c'est prioritaire, ça l'est pas, avec l'aide d'un chef de projet ou du consultant sécurité qui vous accompagne. Et enfin, les options de traitement, qui sont des options de traitement standard, donc qui va de réduction du risque, c'est on applique la mesure pour réduire le risque. Transfert du risque qui est je vais prendre une assurance ou je vais demander à un autre organisme de mettre en place la mesure à ma place. Notamment, c'est le cas pour l'informatique. Bon, vous avez un service informatique ou un prestataire informatique externe qui va réaliser la partie informatique à votre place parce que c'est leur boulot. Ils sont mieux équipés, mieux formés pour le faire. Vous avez maintien du risque qui est je ne fais rien, je vais vivre avec. Et là, vous voyez que la priorité d'implémentation a diminué. Ou enfin, vous avez refus ou évitement du risque. Là, concrètement, ça veut dire on ne va pas le faire du tout. Donc ici, concrètement, le refus ou l'évitement du risque est très très rarement implémenté, mis dans cette section. Donc là, pour vous montrer la suite, on est obligé de compléter. Donc je vais vous montrer que c'est rapidement. Voilà, j'ai tout complété. Je peux en sortir un plan d'action priorisé qui va mettre en ordre les différentes mesures pour vous fournir un plan d'action priorisé et dans l'ordre. Voici le plan d'action. Vous avez l'ensemble des mesures, le type de traitement, la priorité de mise en œuvre, la référence ISO associée avec sa description. Ça, c'est un tableau, un plan d'action. Vous pouvez prendre le plan d'action, le mettre dans un suivi projet avec des statuts et des dates d'échéance, et c'est parti. Voilà pour la partie analyse d'impact métier. Dernier élément proposé par l'outil pour la partie analyse d'impact métier, c'est la projection des risques résiduels. Donc là, vous avez vos niveaux de risque standard actuels et le niveau de maturité de vos mesures après implémentation du plan d'action, qui par défaut est 3. L'outil va vous proposer le niveau de risque après implémentation du plan d'action proposé. C'est automatique, vous avez vu, j'ai fait qu'une seule chose, cliquer sur projection des risques résiduels. Il a pris mes 16 menaces avec le niveau de risque, qui est ici dans l'onglet menaces. Et il va recalculer ces niveaux de risque avec des niveaux de maturité qui sont plus élevés puisqu'on a implémenté toute une série de choses depuis. Et le résultat est proposé. C'est le genre de point qui est demandé dans le cadre notamment du RGPD, puisque vous faites une analyse d'impact vie privée, je vais vous montrer juste après. Et vous avez un niveau de risque actuel, un plan d'action pour le traiter, et un niveau de risque résiduel à la fin. Alors, pour la partie des PIA,
qui est la partie suivante, je vais effectuer les mêmes opérations. Vous avez une partie analyse d'impact pour la vie privée avec 8 questions. De nouveau, une échelle à 4 niveaux qui correspond à la matrice d'impact vie privée que je vous ai montré au début. Les 8 questions, je peux vous les résumer, les présenter ici. Il y a un tableau qui vous présente le résultat de ces 8 questions qui est calculé automatiquement par rapport aux réponses que vous indiquez. Concrètement, si vous mettez mineur partout, vous aurez tout en vert. Si vous mettez critique partout, vous aurez tout en rouge. C'est fait de façon automatique. L'avantage de ce tableau, c'est que vous pouvez le mettre dans une présentation PowerPoint et c'est réglé. Vous avez 4 questions par rapport à la divulgation de données à caractère personnel. Vous avez 2 questions sur la partie modification involontaire ou non des données à caractère personnel, ou le blocage ou la disparition. Vous avez 2 questions également. Une fois complété, vous avez ce tableau qui est calculé automatiquement. Et il va également vous calculer un tableau de menaces tel que pour la partie métier. Alors, on a implémenté ici les recommandations, la méthodologie de la CNIL en termes d'analyse d'impact vie privée. Et pour la CNIL, il y a 45 menaces qui sont retenues. Bon, l'objectif n'est pas de vous les présenter. Par exemple, vous voyez ici, il y en a certaines pour lesquelles on a mis des sections en jaune. C'est toutes celles qui couvrent la partie papier. Alors, pourquoi elles sont en jaune? Parce que un truc relativement simple, si par exemple je vous garde uniquement la partie papier, si vous traitez un traitement de données qui est uniquement informatisé pour lequel il y a 0 papier, ben ces menaces-là, vous pouvez les mettre au minimum. Et donc ici, vous pouvez manuellement les diminuer et ils vont ressortir tout en bas dans votre cartographie à la fin. Si ce n'est pas le cas, ben, il n'y a rien à modifier. Alors, même méthodologie d'analyse de risque, donc même possibilité de définir une tolérance au risque qui est peut-être plus élevée ou moins élevée que pour le métier, et la possibilité de projeter une cartographie des risques, de nouveau calculée de façon automatique. Alors, vous avez ici la projection qui est réalisée. Il y a 2 types de cartographie. Le point, c'est que, évidemment, ici, on est dans un exemple. On n'a pas retravaillé, on n'a pas travaillé du tout, d'ailleurs, les menaces, les niveaux de maturité. Et donc, on a les 45 qui sont que sur 2 éléments. Évidemment, quand on a fait une analyse complète, on va avoir un panache beaucoup plus développé. Mais 45 menaces à présenter facilement au top management, c'est compliqué. Donc, on a une version également light, PIA light, qui va vous présenter les parties accès, modification ou disparition en 3 éléments, qui est beaucoup plus facile à présenter au top management. Et l'outil permet de passer de l'un à l'autre de façon très facile, comme vous pouvez le voir ici. Hop, vous cliquez, et il vous calcule les 2 éléments. Vous avez également toute une série d'aides documentaires pour chacune des menaces retenues, le niveau de risque et les 5 mesures les plus importantes à mettre en œuvre pour traiter ce risque. Alors évidemment, ici, vous voyez, on est à un niveau très élevé. Ben, il va vous présenter pour les 45 menaces toutes les mesures à mettre en place. En réalité, quand on fait l'analyse complète, on va avoir un panache beaucoup plus élevé, on aura moins de mesures à traiter et on aura un tableau quand même beaucoup plus light. Et enfin, pareil que pour la partie métier, il va vous générer un plan de traitement. Il calcule une macro en interne. Et là, vous avez de nouveau un plan de traitement avec les mesures et, de nouveau, il n'est pas complet. La mesure, les menaces couvertes avec le niveau de risque. Et là, vous pouvez mettre la vous pouvez mettre une priorité d'implémentation. Je reviens sur la partie vide. Je retire les vides. Comme ça, on a l'ensemble des mesures qui sont proposées.
vous avez de nouveau votre plan d'action à la fin, mais orienté métier. Bon, vous verrez à l'utilisation, les mesures en général sont relativement les mêmes entre les deux plans d'action, puisqu'on va améliorer le système en place, et c'est souvent les mêmes points à améliorer dans les deux cas de figure. Donc on peut facilement faire un plan intégré qui reprend les deux parties. Nous voici donc arrivés à la fin de cette présentation de l'outil Artemis, avec les différentes activités présentes pour l'analyse de risque et l'analyse d'impact vie privée. Évidemment, cette vidéo n'est qu'un aperçu des différentes activités possibles. Il y aura d'autres tutoriels présents et réalisés par nos soins afin de vous détailler les différentes activités offertes par cet outil. Restez donc bien connectés et suivez bien les différents tutoriels que nous vous proposons.